Philippe Velilia, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors on a quelques réticences à parler de politique en pleine crise du coronavirus alors que l'on s'apprête à annoncer des mesures particulièrement draconiennes ici qui risquent de paralyser, on va dire, l'ensemble du pays et de la population. Mais on ne peut pas faire autrement que de constater d'une certaine manière, comme je le disais, ça peut paraître incroyable, mais c'est vrai, un nouveau chapitre, un nouvel épisode de ce bras de fer entre le pouvoir juridique et le pouvoir législatif, ou plus exactement dans le cas précis, on va dire, entre le président de la Knesset sortant, Yuli Edelstein, et la Cour suprême, avec cette décision de la Cour suprême d'imposer au président de réunir la Chambre pour élire son successeur. Alors, une question, est-ce que la Cour suprême a bien fait de se mêler de cette affaire ou finalement aurait-elle dû, comme l'a dit Yair Levin, maintenir la séparation des pouvoirs ? On est dans un cas limite parce qu'effectivement là c'est le pouvoir judiciaire qui intervient sur le pouvoir législatif, mais il faut bien voir que la Cour suprême a pris des précautions. Elle n'a pas dit réunissez immédiatement à telle date, etc. Elle a donné une échéance au président de la Knesset, qui a d'ailleurs réussi à le repousser de quelques heures, jusqu'à demain 19h, si j'ai bonne mémoire, pour décider d'inscrire à l'ordre du jour l'élection du président. Donc, il y a effectivement une intervention du pouvoir judiciaire dans le pouvoir législatif. On était aussi dans une situation de blocage. Ce qu'il faut bien voir, c'est que si le président de la Knesset finit par inscrire à l'ordre du jour l'élection du président à la présidence, on sortira de la crise. Et apparemment, c'est ce qu'il va faire, mais il ne veut pas donner totalement raison à la Cour suprême. Il ne veut pas lui donner de date et d'heure, mais il a dit qu'il le ferait. Donc déjà, je crois qu'on va quand même vers une issue de cette crise. Le problème, c'est qu'effectivement, on est dans ce qu'on voulait éviter, précisément. C'est une opposition entre pouvoir judiciaire et pouvoir politique. On sait que ça couvait depuis longtemps. Il y avait énormément de recours à la Cour suprême sur la conduite de l'exécutif, sur la conduite du législatif. Et là, effectivement, on est dans une crise assez inédite. Il ne faudrait pas qu'elle dure, oui, parce que c'est pas une simple crise politique. Là, c'est une crise de la démocratie, c'est une crise de régime, et alors après, on ne sait plus où on va. Alors, on le dit, on est dans une crise de régime et de démocratie, mais je vais poser une question qui est peut-être enfantine, mais qui a commencé là, dans cette affaire ? Est-ce que finalement, qui est responsable de cette situation ? Est-ce que la responsabilité, elle vient uniquement, on va dire, de Yuli Edelstein, du bloc de droite, uniquement du Parti bleu-blanc, ou elle est partagée ? Je crois qu'elle est partagée parce que jusqu'à présent, la tradition, c'était d'élire le président de la Knesset et les commissions au moment où on formait un gouvernement. Comme il y a un blocage pour la formation du gouvernement. Et c'est logique, et c'est logique, il faut bien avouer que c'est logique, surtout c'est-à-dire, il y aurait une incohérence à élire le président de la Knesset qui viendrait d'un parti qui pourrait se retrouver dans l'opposition ensuite. Oui, c'est ça la logique, mais justement, Bleu-Blanc a voulu éviter une situation où on lui imposerait un gouvernement d'union nationale et en même temps la présidence de la Knesset. Le blocage, il vient aussi du fait que Benjamin Netanyahou l'a mis comme condition, oui, à la formation du gouvernement d'union nationale. Donc, moi, je dirais que les responsabilités sont partagées. Ça prouve simplement que la démocratie israélienne est en crise, qu'elle ne fonctionne pas bien, qu'il faut vite sortir de cette situation, parce que surtout dans l'état sanitaire où est le pays, on ne peut pas se permettre d'avoir des mois et des mois de crise politique en plus, tout simplement. Alors, on essaye de voir comment on peut résoudre cette crise. Vous pensez que, quelque part, Benny Gantz a une marge de manœuvre quelconque à la tête de Bleu-Blanc et qu'il, finalement, est-ce qu'en formant, comme cela s'est produit hier, les commissions parlementaires nettement à l'avantage, on va dire, de Bleu-Blanc et sans coordination avec ce qui est pour l'instant, on va dire, l'opposition, c'est-à-dire le bloc des 58, vous pensez qu'il agit correctement, qu'il est dans ses droits et que finalement, est-ce qu'il n'hypothèque pas peut-être les chances de former un gouvernement d'union nationale en agissant ainsi ? Apparemment oui, puisque le Likoud a dit que si on lui forçait la main pour la présidence de la Knesset, il n'y aurait pas de gouvernement d'union nationale. Moi, je crois quand même qu'on finira par avoir un gouvernement d'union nationale parce que la situation l'impose, tout simplement, parce que également les chiffres l'imposent, puisqu'il n'y a pas de vraie majorité. Il y a 61, mais c'est plutôt une majorité de blocage qu'une majorité positive.
Donc je crois qu'on va vers ce type d'issue après encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines de crise. Alors effectivement, hier, les commissions ont été formées, mais parce que le Likoud a quitté la séance au moment où on les formait. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que avoir attaqué la Cour suprême comme elle a été attaquée hier, avec des mots quand même excessifs, ça a ressoudé le parti bleu-blanc, qui l'a dit d'ailleurs, qui l'a dit parce que on était dans une, il y avait une crise dans la crise, à savoir la crise au sein du cockpit, c'est-à-dire la direction du parti bleu-blanc, où on sait très bien qu'il y a au moins un leader, à savoir Yair Lapid, qui s'oppose à la proposition de Benyamin Netanyahou, qui n'est pas contre un gouvernement d'union nationale, mais à condition que Benyamin Netanyahou soit Premier ministre en second. Donc on est dans cette situation de blocage aujourd'hui. Moi, je crois qu'on va finir par en sortir parce que la situation l'impose. Mais on a encore quelques jours, voire quelques semaines de crise. Encore quelques semaines de crise. Vous pensez qu'il y a encore quelques semaines de crise, que cette crise sur le plan politique va Moi, j'étais persuadé que cette semaine, la crise serait résolue. Apparemment, elle ne le sera pas. Donc, on pourra avoir encore quelques semaines. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Benny Gantz a encore, je crois, 2 semaines. Oui, un peu plus que 2 semaines, oui. Un peu plus de 2 semaines pour former le gouvernement. Et ensuite, ce qu'on est dit, c'est que le président Rivlin, il n'est pas obligé d'accorder une prolongation de 14 jours. Il n'est pas obligé de donner le mandat au rival, à savoir Benyamin Netanyahou. Il pourrait fort bien remettre le mandat à la Knesset. Et là, on irait vers les 15 jours où la Knesset devrait trouver 61 députés ou bien serait dissoute automatiquement. Je ne crois pas qu'on va vers ce scénario parce que ce qu'on doit à tout prix éviter, c'est les 15e élections. Le pays d'abord, je crois que les Israéliens ne le pardonneraient pas à leurs responsables politiques. Et en plus, c'est impossible matériellement. Il n'y a même pas de bureau de vote, les écoles sont fermées, donc et on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont rouvrir. Et puis il faut toute une organisation pour les élections. Et le pays, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est à la veille d'un blocage à peu près total. Donc on va être obligé de trouver une solution. Et là, je crois encore d'ailleurs que le président Rivlin, comme en septembre dernier, va avoir un rôle décisif. Il va sans doute proposer une formule. C'est-à-dire qu'il va s'impliquer, à votre avis, à nouveau? Oui, je crois qu'il doit d'ailleurs le faire en coulisses, très certainement, et peut-être qu'il va le faire officiellement en convoquant à la résidence de la présidence Benyamin Netanyahou et Benny Gantz pour leur proposer un accord de rotation comme il l'avait fait en septembre dernier, mais avec une formule peut-être un peu différente. Finalement, aujourd'hui, celui qui menace de 4e élection, c'est une menace vaine aujourd'hui. C'est-à-dire que, disons, si le Likoud, même, on va dire, porté par certains sondages de ces derniers jours, pourrait dire, si vous ne voulez pas, nous irons vers de 4e élection, c'est totalement impossible dans cette situation. Oui, ça paraît impossible, mais effectivement, le Likoud, d'après les sondages, a effectivement le vent en poupe. Ça s'explique de 2 façons. Ça s'explique d'abord du fait que Benyamin Netanyahou est un peu dans son rôle père de la nation et dans ce type de situation dans tous les pays du monde d'ailleurs. Les dirigeants bénéficient d'un bonus, et puis également parce que face à la division de bleu-blanc, la grande force de Likoud, c'est son unité. Il n'y a pas de perdition, et il n'y a même pas de perdition au sein du bloc de droite. Ils ont encore réaffirmé il y a quelques jours leur soutien à Benyamin Netanyahou et le fait qu'ils ne voulaient pas de l'élection du président de la Knesset. Donc le Likoud est en position de force, et ce sera sans doute également un des éléments du dénouement de la crise. Alors, justement, je voudrais avoir votre regard sur ce qui se passe actuellement au niveau de la crise du coronavirus. C'est propre à la société israélienne. On a le sentiment toujours que lorsque l'on commence, on rentre dans une crise aiguë, comme celle-là, il y a une forme de consensus qui se forme au début, et puis ensuite, les critiques fusent de toutes parts. On l'a vu hier avec la présentation du rapport du contrôleur de l'État, il y a des carences dans la préparation du système de santé publique à une telle crise. Visiblement, on n'était pas préparé. Vous avez le sentiment que la crise est bien gérée, Philippe ? Non, moi je crois qu'il n'y a pas trop de critiques de nature politique. Si on compare par exemple la situation avec la France, où l'opposition demande une commission d'enquête, on n'en est pas là. Si les responsables politiques sont à peu près d'accord sur les mesures à prendre. Et la polémique, elle vient plutôt à l'intérieur du monde médical, où il y a
un certain nombre de responsables, d'anciens responsables du ministère de la Santé, qui ne sont pas d'accord avec les mesures prises. Certains voudraient qu'elles soient plus dures, d'autres voudraient qu'elles soient plus souples. Et puis il y a ce rapport du contrôleur d'État qui nous a rien appris. On savait tous que le système de santé israélien ne se portait pas bien. Donc il est évident que le système de santé n'était pas prêt pour une pandémie. Mais c'est une critique, non pas ce rapport, c'est pas une critique sur l'existant, sur ce qui s'est passé au niveau des mesures prises. C'était sur l'état du système il y a depuis plusieurs années, et ça on savait tous qu'il y avait de graves carences. Et ce sera d'ailleurs un des enjeux du gouvernement d'union nationale, s'il se forme, de réparer ces carences. Eh bien, Philippe Velilia, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita pour nous aider à mieux déchiffrer ou décrypter cette crise politique, essentiellement, et cette crise politique qui donc, selon vous, va encore durer quelques semaines. Merci d'avoir été avec nous et bonne chance, bonne continuation dans cette... Et bonne santé à tous. Et voilà, bonne santé à tous dans cette situation tout à fait particulière dans laquelle nous évoluons actuellement. Merci, bonne journée.